On parle beaucoup aujourd'hui du VUCA world en anglais, vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, de plus en plus, je vis sur une île pendant pratiquement 200-250 ans, les gens sont venus, il fallait se nourrir, on a planté de la canne à sucre et 2 fois par année, plusieurs fois par année, on va récolter la canne à sucre. Et le programme, la manière de faire, pendant 200 ans, on n'a fait que d'optimiser, mais on n'a rien révolutionné. On n'a que fait d'optimiser. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'intelligence pour faire ça. À un moment donné, il faut juste le faire. Alors là, tout est relativement certain. C'est-à-dire que la récolte viendra plus ou moins dans telle journée en fonction de la température, mais on sait que ce sera 2 récoltes. On sait comment les récolter, on sait comment les traiter. Tout ça est relativement certain et stable. Et tout d'un coup, tout change. Tout change parce que le prix du sucre ne couvre plus les frais qu'on avait. Donc, il faut réinventer. Et on va voir qu'on trouve du sucre ailleurs. Pire que ça, le sucre devient un produit considéré comme nocif. De plus en plus, on communique les problèmes liés à la consommation du sucre. Donc, tout ce marché s'écroule. Et quand ça s'écroule, on devient vulnérable. Et puis, il n'y en a plus aucune certitude. Donc, ça active l'incertitude. Et puis, bien sûr, on va essayer de trouver des solutions, mais c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et puis, bien sûr, on ne sait pas. Est-ce qu'on continue l'ambiguïté ou est-ce qu'on continue pas? Est-ce qu'il faut du sucre ou il ne faut pas du sucre? On a plein de questions qui nous viennent. Et plus on a ces questions, plus on active notre stressabilité. Alors, je viens de donner un exemple pour un marché très simple. Mais dans notre vie, ça ne fait que d'augmenter. J'ai cité l'intelligence artificielle, les problèmes écologiques auxquels on fait face, l'eau, comment est-ce qu'on va faire avec l'eau, la nourriture, est-ce qu'on continue à manger de la viande, du poisson, est-ce qu'on arrête et on devient végétarien? Toutes ces questions sont là, de plus en plus, qui vont faire quoi? Que d'activer notre stressabilité. Et donc, ça ne va pas finir. Alors, quand je vous parle des guerriers phares, quand je parle des guerriers phares en disant qu'il est stable, et quoi qu'il advienne, autour de nous, ça peut être un monstre bordel, excusez-moi du terme, nous, on sait rester stable et on va rayonner d'amour. On va voir comment on fait ça. Mais si je n'ai pas cette stabilité, parce que justement, je suis stressable, n'importe quel truc va m'arriver, je vais partir dans tous les sens. Ça, c'est juste pour expliquer qui make sense. Alors là, je vais vous passer une vidéo. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine?
We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with a World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth Industrial Revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Voilà, alors quand on voit cette vidéo qui a été faite par World Economic Forum, à quelque part, moi je me sens déjà un peu plus rassuré parce que oui, on a des leaders, des gens avec grande intelligence, avec de grands moyens, qui vont et qui se posent des questions, comment faire face de manière constructive aux challenges que l'on a. Et donc c'est réjouissant, c'est rassurant. Malgré tout, ces challenges, ils sont aussi dans notre vie quotidienne, tous les jours. Et à mon niveau local, lorsque tous ces événements arrivent, tous ces changements arrivent, naturellement, ça va activer en moi ces mécanismes de survie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous repartager mon écran pour montrer au niveau du corps et des émotions que ces mécanismes réactionnels, donc c'est une réaction qu'on a à un changement de situation naturel, que l'on a en nous depuis toujours, vont activer 4 qualités humaines. Et donc, ces 4 qualités humaines, qu'est-ce qu'elles sont? Tout d'abord, on a un corps physique. Et on voit que, lorsque je vous ai posé la question, quelles sont les réactions physiques, notre corps physique va manifester des sensations en fonction de phénomènes externes. Et pour être un peu plus, j'espère, simple, imaginez cette énergie que l'on va emmagasiner, qu'on va générer, qu'on va activer en nous, s'active à quelque part dans notre corps. Mais si je ne sais pas quoi faire avec ça, on va voir qu'elle se stocke en nous. C'est pour ça qu'on a des douleurs, si on a des douleurs régulièrement aux mêmes endroits, qu'on connaît très bien. Et ça, c'est activé juste par notre reptilien, la partie la plus animale, la plus ancienne de notre cerveau. Ensuite, on a une autre qualité qui sont nos émotions. Tout ce que l'on ressent, nos sentiments. Et on viendra pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que nos émotions, comment est-ce qu'on avance. Et là, à nouveau, on a 2 types d'émotions. On a des émotions que je considère agréables, comme la joie, comme la sérénité, et des émotions désagréables, comme la peur, la colère et la tristesse, pour donner quelques exemples. Et là, c'est activé par la deuxième partie de notre cerveau, qui est la partie limbique, le cerveau émotionnel, souvent comme on l'appelle. C'est aussi là-dedans que nos mémoires sont, et que nos blessures, entre guillemets, sont ancrées. Ces blessures étant une énergie qui est bloquée. Et puis, on a encore le dernier cerveau, le cortex, celui qui est développé le plus tard et probablement le plus important, qui prend plus de place, celui qui nous fait penser, et c'est là où on a des milliers de pensées constamment tous les jours, c'est là où on a nos croyances, les croyances limitantes, c'est là où on sait raconter nos histoires. Et donc ces 3 qualités-là, plus elles sont activées, plus à quelque part la 4e qualité, qui est la qualité de conscience ou de présence, est cachée. Et on verra que nous, ce qu'on veut chercher à faire, c'est développer cette capacité de conscience. Mais pour qu'on arrive à la développer, il va falloir qu'on crée de la fluidité dans les 3 autres qualités. Alors, je vais donner un exemple. Prends ton bras et commence à penser ton bras.
D'accord? Et pince fort. Et qu'est-ce qui arrive? Tu commences à dire, mais ça fait mal et j'en ai marre. D'accord? Tu n'as qu'une envie, c'est d'arrêter. Parce que ça devient presque de la torture. C'est bon. Arrête. Maintenant, reprends ton bras et pince. Mais pince aussi fort, voire plus fort qu'avant. Mais tu restes. D'accord? Et tu goûtes. Et tu goûtes à cette sensation. Et plus on goûte, plus on réalise une chose, c'est que tout d'un coup, je ne sens plus rien. Voire même, c'est différent. Et je peux commencer à rentrer en me disant, mais qu'est-ce qui est différent? Tiens, ça se détend. Le moment où j'accueille, le moment où j'accepte, ça se détend. Et tout d'un coup, quand ça se détend, j'ai plus de sensation douloureuse. C'est juste une sensation que je peux accueillir et c'est OK. Qu'est-ce que je viens de te démontrer avec ce petit exercice? Lorsque j'active mon corps et que mon corps commence à prendre le dessus, tu as vu que tout d'un coup, les sensations deviennent plus fortes. Le corps, la partie du corps devient de plus en plus active, prend de mon énergie, si je peux me permettre. Ensuite, très vite, viennent des émotions. Ça fait mal, c'est pas bon, d'accord? J'aime pas. Et derrière, ça génère de la colère éventuellement, de la frustration, du questionnement. Viennent les pensées. À quoi ils jouent? Qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire? D'accord? Et on veut rejeter. Et plus on veut rejeter, plus ça fait mal. Et après, je te dis, OK, allons accueillir, allons goûter. Et lorsqu'on va goûter, on voit que, tiens, au lieu de prendre plus d'ampleur, ça diminue, ça devient même un peu moins sensible. Et même, ça devient fluide. On recontinue à discuter, on se calme. Et là, une autre partie de nous prend de l'espace, c'est ça, la partie de la conscience. Donc voilà ce qui se passe au niveau de notre corps. Alors, on a plein de manifestations. Par exemple, lorsqu'on va regarder les manifestations physiques, on a plein de mots comme ça qui arrivent. Alors, ça peut être un acouphène, ce bruit dans les oreilles, des fois les maux de tête qui arrivent, les fameuses douleurs, que ce soit la nuque, qui est assez connue, ou sur le haut des épaules, ou sur le dos, ou parfois même sur les hanches, sont assez connues. On porte des choses, on trouve les mots qu'on a, mais pour moi, c'est juste de l'énergie qui est ancrée dans cette région-là et qui va, parce qu'on ne peut pas réagir au stress, on va emmagasiner cette énergie dans notre corps. Et petit à petit, elles vont commencer à nous faire physiquement, elles vont se manifester physiquement dans notre corps. Alors après, il y a plein d'autres éléments plus intérieurs, comme des inflammations, comme des fibromyalgies, comme de l'arthrite, comme une épaule gelée, d'accord, des problèmes oculaires. On a plein de situations qui vont se manifester plus on continue. Et puis, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est que ces sensations, une fois qu'on en traite une, si on n'a pas traité l'ensemble, elles vont se déplacer, elles se manifestent, elles peuvent quitter une zone. Tiens, c'est bon, j'ai plus mal à l'épaule, mais maintenant j'ai mal aux hanches. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à les transformer et faire diffuser à l'extérieur de nous, revenir comme ça fluide, elles vont rester à l'intérieur et se manifester. Au niveau de la même chose, au niveau des émotions, lorsqu'on est constamment sous ces pressions et qu'on garde en nous toutes ces émotions désagréables, on est souvent considéré comme quelqu'un qui a mauvais caractère, d'accord, ou quelqu'un qui est trop sensible, qui se laisse facilement déborder, facilement submerger, qui est craintif, anxieux, qui n'ose pas, ou bien quelqu'un qui est constamment en colère, frustré, même des fois méchant, des fois désespéré, d'accord, ou pire encore, quelqu'un qui se sent constamment coupable et qui a honte. Et donc on génère en nous tous ces émotions désagréables que l'on va garder, qu'on porte sur nous. Et bien sûr, tout ça, ça va nous faire aussi des conséquences, même physiques aussi. C'est que dormir devient un autre problème. On a des troubles du sommeil. On peut aussi avoir si on commence à avoir des ulcères à l'estomac, du rejet, des reflux acides, des maux d'estomac, des vertiges, des intolérances alimentaires, tout ce qui est lié aux allergies. Alors, je ne dis pas que notre corps n'a rien. Il aide, il a des sensibilités. Mais pour ceux qui ont pu soigner une allergie,
on a pu voir qu'il n'y a pas que les médicaments qui vont faire. Il va falloir beaucoup plus se trouver un moyen de se calmer. Moi-même, j'avais beaucoup le rhume des foins, j'avais une allergie au foin, surtout dans les périodes stressantes. Lorsque j'ai compris ça, le rhume de foin a disparu sans rien. Au niveau des pensées, là aussi, on peut avoir tout ce qu'on appelle la rumination, c'est-à-dire n'arrête pas de penser constamment et s'inquiète de tout. Et il peut se réveiller, et ceux qui connaissent bien ça, c'est que ça m'arrivait un temps aussi souvent, 4 heures, 3 heures, je me réveille et je me dis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je sais bien que ça ne sert à rien, parce que le lendemain matin, lorsque je retourne au travail, les choses vont être différentes. Je le sais, mais je n'arrive pas. C'est plus fort que moi. La machine, elle tourne, le vélo, il tourne. D'accord ? Ou bien je deviens hyper rationnel. Je veux tout comprendre, je veux tout expliquer, je veux tout contrôler. Et j'ai besoin mais avec ça, j'arrive plus à décider, tellement je veux savoir, contrôler, comprendre, maîtriser. Et puis des fois, on observe qu'on reste constamment avec le même problème et qu'on n'avance pas. Le problème, on fait que le ressasser, et on se sent coincé, bloqué. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de ces mécanismes mentaux? On va essayer de se distraire, de trouver des moyens d'arrêter de penser. Et typiquement, c'est quoi? Le plus simple, c'est se mettre devant un écran de télévision et regarder et s'abrutir avec les conneries. Ou bien prendre un journal et lire toutes les, entre guillemets, sensations qui arrivent, parce qu'à quelque part, ça va nous calmer mon mental. Et on a vu que tant qu'on lira, c'est tranquille. D'autres types d'addictions sont un peu plus embêtants, parce que tout ce qui est addictif va venir un moyen. Ça peut être, je deviens addictif au travail, je deviens addictif au sexe, je deviens addictif à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, aux médicaments, pour justement constamment calmer cet état en moi qui est jamais calme, jamais satisfait. Il va falloir que je trouve, parce que ça génère en moi un besoin, mais je ne sais pas comment. Et je vais trouver des palliatifs externes. Un autre truc aussi, c'est les jeux vidéo, ou bien les réseaux sociaux. On va passer notre temps sur les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il faut le faire avec intelligence. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que la survie? Qu'est-ce que c'est que le stress? Et comment le stress impacte notre mécanisme de survie? Et qu'on voit nos 4 qualités humaines, où 3 sont fortement activées. Alors ces 3-là, moi je mets le mot de l'ego. Instinct de survie, mon ego, ma partie qui veut que je survive, celle-là qui est hyper importante et qui se soucie que de moi, c'est l'ego. D'accord ? Et donc, lorsque je suis stressé, l'ego est manifesté. Soit par les pensées, soit par les émotions, soit par le corps. On l'a vu. Je vais citer quelqu'un qui donne une réponse quant à l'ego qui est très intéressante, s'appelle Muji. Lui dit que l'ego, c'est une identité, quelque chose qu'on crée et qui est irréel. Mais le fait, c'est que quand on est connecté à cette partie-là, à cette image, à cette création, à cette identité qu'on a, à laquelle on s'identifie justement, on aura de la difficulté lorsqu'on est en présence d'autres personnes, et en particulier lorsqu'on est en présence de gens qui sont différents. On va le voir. Parce que survie, t'es comme moi, ça va bien. Si t'es pas comme moi, danger. Donc je ne veux pas rentrer en relation avec ceux qui sont différents. On est mal à l'aise. Et puis bien sûr, l'ego, survie, moi, tant que je suis comme avec les miens, ça va, mais dès que c'est autre chose, ça génère, ou que les choses changent, parce que je suis à l'aise quand tout est habituel, où rien ne change, mais dès que ça change, ça va activer en quoi? Ça va activer la peur, l'insécurité. Et donc avec ça, résistance au changement, rejet de tout ce qui est différent, éventuellement envie, jalousie, qui peut même se partir dans de la haine de la différence. Et on comprendra encore mieux ça lorsque je parlerai des espaces de survie. Et ce que je trouve très très intéressant, que dit Muji, il dit, cependant,
par sa nature même, l'ego peut aussi nous aider à aspirer à une liberté durable en nous forçant à rechercher ce qui est vrai en nous-mêmes. Je vais répéter. Par sa nature même, l'ego, vu qu'à quelque part, ça nous crée un mal-être, et c'est probablement cette partie-là qui a fait que tu décides de rentrer dans une formation, dans un programme comme celui-là, parce que tu cherches à aller mieux, à aller vers qui tu es vraiment. Et donc, l'ego peut nous aider à aspirer à une liberté durable en nous forçant à rechercher ce qui est vrai en nous-mêmes, en allant à la rencontre de qui on est vraiment. Et c'est le but de ce travail-là. Good. Donc, je vais repartager mon écran pour essayer d'expliquer lorsque je suis activé par ces trois qualités que sont mon corps, mes émotions et mes pensées, que je viens d'expliquer, que la partie qui est au centre, qui s'appelle la conscience, et que je vais nommer aussi la présence ou qui je suis vraiment, on verra que cette partie a beaucoup de peine à se manifester, à devenir consciente en nous. Donc, lorsque je suis activé par ces trois qualités-là, naturellement, je regarde le monde. Et qu'est-ce que je regarde dans le monde? Ben, je commence par me regarder. Et lorsque je me regarde, ben, j'ai deux possibilités. Soit je me sens supérieur aux autres, soit je me sens inférieur aux autres. Soit je suis comme certains, soit on est semblable. Et on verra que quand on est semblable à notre petit groupe, à notre petite famille ou à notre petit clan, à notre communauté religieuse, à notre whatever it is, ceux-là, c'est bon, je suis à l'aise. Mais tous les autres, soit je me sens supérieur, soit je me sens inférieur. Si je me sens supérieur, eh bien, je peux avoir de l'arrogance. Soit je me sens inférieur et ça active en moi un état dépressif. Et quand je vais regarder les autres, alors là, les autres, si je me sens supérieur, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me mettre en colère, parce qu'ils ne font pas ce que je leur demande de faire. Si moi je me sens inférieur, ça va créer de l'envie, de la jalousie. D'accord? Ce qui va se passer de toute manière, c'est que, on va voir, je rentre dans des jugements. Maintenant, lorsque je mets mon attention, parce qu'on a vu, on a une capacité mentale très forte d'aller réfléchir au futur et d'aller réfléchir au passé, d'aller regarder notre passé, regarder notre futur. Lorsque je vais regarder notre futur, eh bien, naturellement, ça active en moi la peur. Ah, et ça va être difficile. Ou bien l'espoir. Et l'espoir, souvent, c'est quelque chose va arriver, va me sauver. Je vais gagner à la loterie. D'accord? Non, non. La terre va aller bien. On aura suffisamment d'eau. On aura suffisamment de nourriture. Oui, si on bouge. Mais pas si j'attends que quelqu'un s'en occupe. Si moi, je bouge. Oui, on trouvera des solutions pour que les migrations fonctionnent bien. Quelqu'un va s'en occuper. Mais ça commence par moi, on va voir. Et tant que je reste avec cet état de survie, cet état où l'ego est activé, ben, je place quelque chose hors de moi, la peur, l'espoir, dans le futur. Et la même chose, lorsque je vais regarder le passé, ça va activer deux types d'émotions, soit la culpabilité, soit la tristesse. Mince, j'aurais pas dû. Mince, j'aurais dû. Voilà ce qui se passe. Et quand on est activé par justement toutes ces émotions que j'appelle désagréables, qui vont faire encore plus qu'on se replie, ben naturellement, il y a contraction de l'énergie, il y a séparation de tout ce qui est différent, il y a identification avec ceux qui sont comme moi, et puis il y a jugement de tout ce qui est différent de moi. Et on rentre dans un monde que l'on voit dans plein de situations, aujourd'hui de plus en plus, où il y a une polarisation, et certains rentrent dans de plus en plus la peur. Et si je prends l'exemple du Covid, actuellement, ça a beaucoup activé la peur. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la peur? On recrée des communautés, et partout, il commence à y avoir des tensions, où on se sépare, et on profite de ces états, et certains vont profiter consciemment de ces situations pour reprendre du pouvoir. Je ne vais pas venir là-dessus, on en reparlera. Voilà, j'espère que tu es plus au clair sur qu'est-ce que le stress, qu'est-ce que l'ego,
Et je t'encourage, si tu as des questions, à les noter dans ton cahier pour que tu puisses les poser lors de notre prochaine session. Je me réjouis de te revoir très bientôt. Bon travail.